D'accord, bonjour. Je vois qu'ils sont tous mis au fond, hein, on se croit un peu à l'école, il n'y a personne au premier rang. Bonjour la Ligue. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que cette grande pandémie a complètement bouleversé les sociétés et que je crois qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'Ukraine et c'est normal, etc. Mais si vous voulez, sur le fond, ce qui a bouleversé le monde, c'est la grande pandémie. C'est le fait que 5 milliards d'hommes, pour la première fois, ont fait la même chose pour se sauver ensemble. On s'est enfermé chez nous, on a mis des masques, on a fait travailler nos 76 plus grands laboratoires. Et donc, si vous voulez, on a mené un combat commun absolument gigantesque. On a sauvé entre 2 et 300 millions de vies. Le vaccin en a sauvé 20 millions. Les évolutions culturelles de nos comportements, ne pas sortir, ne pas s'embrasser, se laver les mains, etc., on en a sauvé à peu près 300 millions d'après les études actuelles. Et évidemment, il y a des morts, il y a des drames, etc. aussi que vous connaissez. Mais il y a la contingence, je dirais, si vous voulez. C'est comme pendant une guerre. Pendant une guerre, le principal souci, c'est le problème de se procurer des topinambours. Mais en fait, d'un point de vue historique, évidemment, ce n'est pas la question principale. Donc, on est un peu dans cette situation. On est au moment où on est encore dans le topinambour et il faut se représenter dans l'histoire de l'humanité ce qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est important, si vous voulez, parce que ça bouleverse tout. Ça bouleverse nos vies. Il y a 5 millions de Français qui ont changé de chemin. Il y a 1 million de couples qui ont explosé en France sur 15 millions, dont beaucoup de couples qui sans doute n'auraient jamais explosé. Simplement, il se trouve qu'ils n'ont pas supporté cette période. Donc, ça donne, j'allais dire, un marché ouvert, 1 million de couples, ça fait à peu près 4 millions de personnes, si on compte les enfants, qui sont bousculés par la situation actuelle. Vous avez à peu près 2 ou 3 millions de personnes qui ont déménagé, avec un mouvement extrêmement fort autour des grandes métropoles, où les gens vont s'installer dans le monde, dans le territoire de la résidence secondaire très souvent, pas forcément dans leur résidence secondaire. L'année dernière, on a vendu 900 000 maisons en France. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y a un nouveau rapport au travail qui se met en place. On parle du télétravail, mais il n'y a pas que le télétravail. Alors, aux États-Unis, il y a 48 millions d'Américains qui ont quitté leur boulot. En Chine, il y a 10% des couples qui ont explosé. Vous voyez, je vous donne des ordres de grandeur nationaux et internationaux pour qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de vivre. Et en France, si vous voulez, c'est plus compliqué. Les Français ont plutôt tendance. Les Américains, quand un boulot leur plaît plus, ils partent. Nous, on est quand même un peu prudent, on regarde un peu où on va aller. Donc, si vous voulez, on passe d'un boulot à un autre. Mais il est clair qu'en ce moment, partout là où les boulots n'ont pas de sens, là où les conditions de travail ne sont pas bonnes, là où les horaires sont mauvais, les gens s'en vont. D'ailleurs, vous avez tous certainement été dans des cafés qui manquaient de serveurs, dans des restaurants où il n'y a plus personne, etc., etc. Bon. Et en même temps, on n'a jamais autant travaillé. On n'est pas du tout dans une société où on ne travaille plus, puisqu'il y a 29 millions et demi de Français qui sont au travail ce matin. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, jamais. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a plein de gens qui ont créé des entreprises indépendantes. Il y a plein de librairies. On a créé des librairies, on a créé des épiceries, on a créé des petites entreprises du bois parce qu'en période de pandémie, les gens investissent massivement sur leur maison. La première chose qu'on a fait, c'est acheter un nouveau matelas. Et puis après, vouloir un parquet, vouloir un meuble en bois, tout ce qui fait chaud, tout ce qui fait protection. Il y a ceux qui se sont fait une piscine, c'est plus cher, donc il y en a que 300 000. Enfin, c'est quand même beaucoup, ça fait 10% des piscines en plus d'un coup. Donc, c'est toutes ces pratiques. Et tout ça, ça a créé de l'emploi. Et d'ailleurs, si vous voulez faire travailler un artisan du bois en ce moment, c'est extrêmement difficile d'en trouver un, tellement ils ont de travail. Donc, vous voyez, on est là-dedans. Cette période de cocooning, et qui fait que l'emploi se développe, mais en même temps, effectivement, il y a des tas de secteurs où les gens s'en vont, y compris parce que, comme ils ont été payés à ne pas travailler, pendant la période où ils étaient payés, ils ont réfléchi. Ils ont discuté avec leurs copains par téléphone. Ils se sont dit, mais attends, moi, tu as vu combien je gagne? Putain, mais je fais mes services le soir, je travaille le week-end, mais j'ai pas d'heure, je ne suis pas payé en plus, etc., etc. Pour ça, dans les bars et les restaurants, on a un énorme problème de main-d'œuvre. Donc, il faut comprendre qu'on est au début d'une vague de changement. Et je crois que c'est important de se le dire comme ça, parce que ça bouleverse tout. Ça bouleverse la place des personnes âgées, parce qu'il est clair qu'on a tous vu pendant la pandémie que l'EHPAD, qui déjà n'était pas notre rêve, il faut le dire, les gens vont rester chez eux. Mais là, on a bien vu que les gens qui n'avaient pas leurs personnes âgées à côté d'eux, ils ne savaient pas s'en occuper. C'est d'ailleurs pareil pour les 1 800 000 femmes seules avec enfants. Si elles ne sont pas à côté de leur famille, comment elles font? C'est très compliqué. Bon, c'est très bien d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas pour ça. Parce qu'une femme seule avec enfant, comment elle fait? Elle est à l'école, tout ça. Bon. Et ça fait quand même 3 millions presque 4 millions de personnes. Ça. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est en mouvement. Bon. Retenez ça, avec ça a des effets sur le territoire, puisqu'effectivement, ce que les gens cherchent quand ils quittent la ville, c'est d'abord une maison avec jardin. Alors,
il y a déjà 70% des Français qui vivent dans une maison avec jardin. La maison avec jardin est l'habitat principal de la population française de très loin. Et puis, si vous voulez, en France, il y a 26 millions de maisons il y a 16 millions de maisons et 12 millions d'appartements. Mais dans les 12 millions d'appartements, il y a beaucoup les 10 millions de personnes qui vivent seules. Donc, vous voyez, la majorité des gens n'habitent pas en appartement, en fait. Après, il y a aussi, évidemment, les appartements des quartiers aisés. Ceux-là, en général, sont doublés par une résidence secondaire, hein, puisqu'en France, il y a à peu près 4 millions de résidences secondaires, mais les résidences secondaires sont familiales. Ce n'est pas un couple, c'est le couple, les parents, les grands-parents. Une maison familiale, une résidence secondaire, c'est souvent utilisé par plusieurs générations. Et vous avez effectivement aussi quelques millions d'appartements de gens qui n'habitent qu'en appartement, notamment dans les quartiers populaires, c'est vrai. Mais ils sont minoritaires, très minoritaires. Donc, il faut regarder tout ça. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au fond, après la pandémie, si vous voulez, on est tous un peu comme si on avait eu un cancer et qu'on pensait que c'était un mauvais cancer. Et puis un jour, on vous dit, bah, écoutez, c'est un peu bizarre, mais vous êtes guéri. Et du coup, vous êtes armé pour le fait que vous battez, mais qu'en même temps, vous risquez de mourir. Et puis d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? Avec qui j'ai envie d'habiter? Où j'ai envie d'habiter? Où j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire de la politique, du sport, de la bicyclette, de la peinture, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que ça bouge, si vous voulez. Bon. Donc, c'est tout ça, je crois, qu'il faut vraiment se dire. Et je sais comme ça, je vous prends à froid parce que vous écoutez en ce moment les infos, tout ça. Vous avez essentiellement l'Ukraine, évidemment, à court terme, l'Ukraine, l'inflation, etc. Mais je dirais que c'est évidemment des événements extrêmement graves. Mais si vous voulez, au fond, c'est un peu une conséquence de la pandémie. C'est-à-dire que la pandémie, l'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine, je vous rappelle, et les politiques d'ailleurs sur le gaz, on avait commencé à se protéger avant parce que nos comportements avaient changé. La guerre a accentué ces processus, mais au fond, la pandémie a entraîné des violences partout. Elle a entraîné des violences dans les couples. Elle a entraîné des violences dans les stades. Regardez les problèmes qu'on a pour tenir un match de foot, etc. Et au fond, tout le monde s'est replié sur lui-même, si vous voulez. Donc, tout le monde, c'est au fond, quand vous êtes replié sur vous-même, vous ne parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, vous ne voyez que les gens que vous connaissez déjà, et donc vous vous gonflez la tête en pensant que vous avez raison sur tout, on va le dire comme ça. Je pense que ça arrive autant à Poutine, si on peut le dire, qu'à beaucoup de familles. Et donc, on est là sur ces processus de refermement sur soi, qui entraînent d'ailleurs aussi des évolutions extrémistes du politique, on vient de le voir en Italie, mais on l'a vu aussi en France. Vous voyez, on est sur tous ces mouvements-là. Bon, donc c'est ça qu'il faut. Alors, deux ou trois choses avant d'aller au tourisme, qu'est-ce qui a changé vraiment pendant la pandémie? La première chose, c'est que le lien numérique a gagné le combat de la relation entre les hommes. Et ça, je crois que si vous voulez, depuis la guerre, le premier lien, c'était du pétrole. Je vais voir quelqu'un, je prends le train, l'avion, la moto, etc. Je pars en vacances, etc. Et on avait petit à petit, je vous rappelle que Twitter, c'est 2007. Facebook, c'est 2007. Donc, c'est des phénomènes très récents. Là, on a tous fonctionner sur Internet. On a tous appris, les anciens, pas les anciens, dans l'intrafamilial, WhatsApp a joué un rôle considérable. Et donc, on est des spécialistes du Skype et du Zoom. Donc, si vous voulez, quand on veut échanger avec quelqu'un aujourd'hui, on se dit d'abord, on se fait un Skype ou on se voit. Donc, on voit cette inversion, notamment à l'intérieur des familles, et puis, bien sûr, à l'intérieur du marché du travail. Parce qu'il est clair que le télétravail, c'est évidemment une des conséquences de cette place nouvelle du lien numérique. Et donc là, on a un nouveau rapport entre les hommes qui passe par le numérique, un système qu'on a un mal fou à contrôler. Parce que, si vous voulez, d'une part, il y a l'intelligence artificielle qui va accélérer, donc augmenter la créativité de l'humanité, ce qui est une très bonne nouvelle, mais en même temps, on ne sait pas extrêmement contrôler ces processus. On est entré dans des périodes où le numérique est capable de faire tomber à peu près tous les gouvernements, mais il est à peu près incapable de construire un gouvernement. Et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise. On peut faire effectivement par le numérique des rumeurs, je ne nommerai rien, mais on voit en ce moment des choses absolument scandaleuses sur l'utilisation politique du numérique en phénomène de rumeurs. Et donc, si vous voulez, on ne sait plus comment on va contrôler ça. C'est pour ça qu'on va plutôt vers des sociétés autoritaires. Et je vous rappelle que 79% des Français trouvent qu'on a besoin d'un chef qui ait plus de poigne. Les mêmes qui demandent plus de démocratie locale. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas tout à fait simples, mais quand même 79% des Français qui disent dans le sondage du Cevipof d'avant-hier qu'ils veulent avoir un chef autoritaire. On est dans une tendance qui n'est pas forcément portée par les valeurs que certains d'entre nous partagent ici, et je pense la plupart. Donc, voilà tout ça. Donc, numérique,
remise en place du rôle des anciens, et nouvelle question sur la place des anciens dans la société. Et on a découvert une chose pendant la pandémie, c'est que c'est les anciens qui construisent l'essentiel des liens sociaux. L'essentiel des élus locaux, c'est les retraités. L'essentiel, les 10 millions de Français qui donnent du temps à la solidarité, c'est essentiellement des retraités. Les maraudes, c'est essentiellement des retraités. Pendant la pandémie, on ne savait plus comment faire les maraudes. Les retraités s'étaient retirés à cause du virus. Il a fallu aller chercher des jeunes, des étudiants, etc. On a trouvé, hein. Mais ce n'étaient plus les mêmes populations. Donc tout ça fait une société où les retraités ont pris une importance forte, y compris partout. On a vu les élus locaux, c'est souvent des retraités qui étaient sympas, qui étaient dynamiques, qui s'occupaient de donner à manger aux petits-enfants des quartiers défavorisés, etc. Donc tout ça modifie les rapports entre les générations. Bon. En plus, la jeunesse, si vous voulez, c'est une jeunesse qui se plaint beaucoup, elle a raison, mais en même temps, elle a créé une génération. C'est une génération 2020 qui est mondiale, qui va créer des solidarités, un peu comme il y a la génération de 45 ou la génération de 68. Donc, ils ont gagné en solidarité, ils ont évidemment souvent un peu perdu en temps. Donc, et puis, on se répartit autrement dans l'espace. Et ça, c'est évidemment une des grandes conséquences. D'une part, parce que pendant la pandémie, on est souvent allé en vacances, plus près de chez soi. Et donc, on a développé une culture de la proximité. Soyons honnêtes, elle existait déjà. L'essentiel des résidences secondaires sont à moins de 2 heures de la résidence principale. Mais elle s'est popularisée. On a plus visité sa région. C'est des éléments qui peuvent rester en matière touristique. Donc ça, c'est évidemment un élément qui nous rapproche des enjeux du tourisme. Et donc, c'est tout un nouveau rapport à l'espace. La deuxième chose, c'est qu'il y a des centaines de milliers de gens qui se déplacent le long des Watchman Fair parce que le télétravail leur permet de n'aller en ville que 2 jours par semaine. Et sur les gens qui ont été en télétravail, il y a 40% des Français qui ont été en télétravail. C'est énorme, alors qu'avant, il y en avait 4%. Si vous voulez, c'est la plus grande révolution depuis le Fordisme. On pourrait dire les choses comme ça. Le Fordisme, vous savez, c'était le travail à la chaîne, etc., qui faisait que chaque ouvrier ne serrait qu'un seul boulon, d'ailleurs, qui rendait le travail absolument insupportable, mais qui était productif. Et là, le télétravail, on estime qu'il y a, en ce moment, il y a 20-25% des gens qui sont en télétravail, mais on pourrait monter facilement à 40%. Et donc, si vous voulez, c'est un nouveau rapport à l'entreprise, c'est un nouveau rapport aux équipes de travail, et puis c'est un nouveau rapport au territoire. Parce que si vous n'avez que 2 jours dans votre entreprise, vous pouvez très bien habiter à 200 km de votre siège de votre entreprise et puis trouver un système d'hébergement. Et on est en train de construire, par exemple à Paris, des systèmes d'hébergement où vous aurez toujours le même logement 2 jours par semaine, 2 nuits par semaine. Vous allez laisser toutes vos affaires, votre linge, vos tableaux, vos livres, etc. Et puis quand vous partez, il y a quelqu'un qui vient, il enlève tout, il le range, il lave le linge, tout est remis, il le met de côté, on installe quelqu'un d'autre, on fait ça 3 fois dans la semaine, le week-end c'est du Airbnb, et donc vous avez toutes les semaines à Paris le même logement, avec les mêmes voisins, puisque tous les voisins ont le même système, donc ça fait que vous avez une sociabilité, j'allais dire, de secondaire dans la ville et plus à la campagne, pour le dire comme ça. Au fond, on a presque inversé le modèle de la résidence secondaire pour des millions et des millions de familles. Donc vous voyez, tout ça, ça joue. On le voit bien dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui partent le jeudi soir et qui rentrent le mardi matin. Donc, ils font 4 jours en dehors de la ville et ils sont là. Ce qui pose le problème des réunions, quand est-ce qu'on s'organise, etc. Ce qui pose évidemment le problème du management. Comment on dirige des salariés en télétravail? C'est extrêmement complexe. Ça dépend des cultures d'entreprise. Dans l'administration publique, c'est très difficile. Moi, j'ai rencontré des directeurs des départements. Ils m'ont fait rencontrer tous les directeurs de services. Je ne donnerai pas leur nom parce que je suis plein de charité, mais je vous assure que le télétravail, ils voyaient ça comme une horreur parce que pour eux, le travail, c'est de la présence. C'est la culture française du travail. D'ailleurs, c'est la machine qui pointe, c'est ce qu'elle nous dit, c'est tu fais tes heures. Ben non, tu ne fais pas tes heures, tu as un travail, tu as un résultat. Donc, ce n'est pas du tout la même idée du travail. Vous voyez, il y a tout ça. Et du coup, de l'autre côté, il y a des gens qui s'installent à des endroits. Il y a des petites villes qui retrouvent du dynamisme. On crée des tiers-lieux, on en a créé plutôt à peu près, on en a 2600. Les tiers-lieux, c'est des endroits où on vient travailler avec son ordinateur, mais on peut manger, il peut y avoir des startups, il peut y avoir des services publics pour permettre aux gens de faire leurs documents sur Internet, tout ça, quand ils ne savent pas le faire. Il peut y avoir des salles de conférences, des expositions, etc. On est à 2600 tiers-lieux. Moi, c'est un dossier que je suis de très près parce que j'ai investi dans un tiers-lieu en Bretagne. J'ai quelques intérêts en Bretagne. Et c'est marrant, comme ça marche très bien. On a acheté un hôtel, c'est incroyable. On avait un hôtel qui ne marchait pas sur la grande place de Pont-l'Abbé, donc il n'était pas cher. On s'est mis quelques-uns autour d'une table. Bon, on avait un peu de sous, on a tous mis 5 000 €. Et maintenant, on est 149. De gens qui, effectivement, ont mis des sous. Alors, pas tous 5 000 €, il y en a fait des actions moins chères, à 2 000, mais quand même, 2 000 €, c'est pas rien. Et cet hôtel, il marche, il y a 10 chambres, il y a des salles de travail, il est tout le temps plein de gens qui viennent avec leur ordinateur, etc.
au milieu du pays bigoudin. Donc, si vous voulez, ce genre de lieu, où d'un coup, qui devient un lieu de rencontre, de rassemblement, les gens, en plus, sont très contents d'y mettre des sous, parce que du coup, ça fait une communauté de gens qui, effectivement, peuvent faire de l'expertise s'il y a une entreprise qui a un problème, peuvent effectivement venir à des conférences, assister à ces spectacles. Donc, il se passe là un phénomène, à la limite entre le travail et la culture, que je trouve extrêmement intéressant. Donc, voilà, ça, si vous voulez, c'est la toile de fond. Mais retenez bien que le changement ne fait que commencer. Je veux dire qu'en moyenne, on estime qu'il faut entre 3 et 5 ans pour qu'un grand événement comme ça se développe. Il y a des tas de couples qui sont instables en ce moment. Il y en a qui vont retrouver leur équilibre, il y en a qui vont exploser. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas fait faillite, mais elles vont peut-être le faire. Donc, on va être dans une période un peu de taux ondulé, aussi bien dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans l'arrivée, dans les déplacements des gens, parce qu'évidemment, les Parisiens qui s'installent, les Marseillais et les Lyonnais ont des salaires très supérieurs à ceux des territoires où ils s'installent. Donc forcément, ils ont les plus belles maisons. Donc les gens du coin se sentent dépossédés de leur territoire, mais en même temps, ça amène de l'activité, de l'emploi, des enfants dans les écoles, etc. Quand on déplace 2 ou 3 millions de Français, évidemment, ça fait quand même de l'effet dans beaucoup d'endroits. Surtout que si vous voulez, depuis la guerre, il y avait une tendance des Français à se rapprocher des littoraux. Donc, toutes les villes de bord de mer avaient explosé, que ce soit Montpellier, Nice, juste même Toulouse. Mais enfin, Toulouse n'est pas tout à fait au bord de la mer. Mais récemment, Nantes, Bordeaux, Rennes, on a vu toutes ces villes. Et puis, les villes de montagne, les Annecy, Grenoble. Et en gros, les grandes villes touristiques étaient devenues des grandes villes éducatives et de start-up. Parce que quand les gens se disaient, quand tu as créé une entreprise, autant la mettre dans une ville agréable à vivre. Et donc, ils couraient dans ces lieux-là près de la mer ou près de la neige. Là, c'est un peu différent. Ce que les gens cherchent, c'est un bon lycée, une maison avec jardin et une petite ambiance sympathique. Un bon marché, une salle de sport, etc. Donc, ils peuvent très bien aller à Reims, ils peuvent aller à Amiens. Ils peuvent aller, je veux dire, pas vers la mer. Ils peuvent aller, effectivement, vers des lieux où ils n'allaient pas, parce qu'effectivement, c'est des lieux où ça leur offre ça. Donc, ça, c'est la toile de fond et l'essentiel, au fond, de l'analyse. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe pour le tourisme. Alors, si vous voulez, pour le tourisme, bon, on a eu une très bonne année. Il faut bien voir qu'en 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. En 2019, il y en avait 1,5 milliard. Si vous voulez, un phénomène qui explose aussi vite, c'est quasiment impensable et inorganisable. D'autant qu'on n'a aucune politique d'aménagement pour le tourisme, puisqu'on considère en gros que c'est des gens qui se déplacent, ils vont où ils veulent. Le tourisme, c'est un peu comme une autoroute où il n'y aurait pas de panneau de circulation, il n'y aurait pas de vitesse réglementée, il n'y aurait rien, et vous roulez, puis d'un coup vous sortez, puis vous allez où vous voulez, et à toute la vitesse, etc. Et le tourisme, c'est un énorme flux extrêmement peu organisé, extrêmement peu étudié. Et donc on déplace. En France, on voulait faire rentrer 100 millions de touristes. C'est magnifique, mais on les met où pour faire quoi? À quel moment? Donc, si vous voulez, avant la pandémie, on entendait beaucoup de parler de surtourisme. On critiquait pour tout Airbnb, mais en ne voyant qu'un petit bout de la lorgnette. Par exemple, Airbnb, à certains endroits, est un problème, mais ça a un effet de diffusion des touristes dans le territoire rural qui est extraordinaire. Parce que d'un coup, il y a des gens qui arrivent du Japon dans une petite commune, il n'y a jamais eu d'hôtel, et vous avez d'un coup au bar des gens complètement différents, etc. Dans le monde rural, Airbnb est un outil de diffusion assez extraordinaire. Bon, et puis assez extraordinaire en dehors de la période des vacances. Donc, il y a tous ces éléments qui jouent. Mais évidemment, en surconcentration urbaine, il y a des problèmes. Alors, le livre qu'on a fait avec David Medioni, en fait, il est issu d'un colloque qu'on a fait avec le Voyage à Nantes. Je conseille Nantes depuis longtemps. Vous savez, le Voyage à Nantes, c'est ce système qu'a mis en place Jean Blaise, où en gros, tous les ans, ils font visiter la ville avec des chemins un peu différents. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle la ligne verte, et la ligne verte, c'est la peigne sur le chemin, mais ça passe là où vous ne passez jamais, ça va rentrer dans les théâtres par derrière, ça va aller dans des restos qu'ils ont ouverts, etc. Donc, c'est une autre façon de voir la ville de Nantes, avec des concours, des jeux, etc., qui marchent très bien. Et on s'est posé la question ensemble de comment le tourisme va redémarrer et qu'est-ce qu'on fait pour le surtourisme. Et vous voyez, les gens de Nantes se disent, mais attendez, on attire énormément de monde, ça crée de l'emploi. Mais à quel moment on a envie qu'il n'y en ait pas plus? À quel moment le tourisme attire des nouveaux habitants? Les nouveaux habitants prennent les plus belles maisons. On est là dans une spirale à la fois de développement, mais d'envahissement aussi. Donc, comment on gère ce genre de processus? Vous avez vu qu'il y a eu des manifestations à Saint-Malo ou dans le Pays Basque contre les gens qui viennent s'installer. Donc, on a tout ça. Donc, si vous voulez, le surtourisme, on est allé voir à Barcelone ce qui se passait, puisque la mairie de Barcelone a été élue contre le surtourisme. Et on s'est rendu compte qu'ils s'étaient mis ils étaient très intelligents. Ils n'ont pas du tout réduit le tourisme, mais par contre, ils ont très bien observé qui venait pour quoi faire.
Et ils se sont dit, il y en a qui viennent que sur les Ramblas, ce qu'ils veulent, c'est manger un plat sur les Ramblas. En fait, ils sont dans les campings de la Costa, ils viennent pour une journée. Donc, il faut qu'on organise leur flux, leur trajet, etc., pour qu'ils soient là. Il y a des gens qui viennent séjourner dans la ville pour la visiter. Ben, il ne faut pas les mettre sur les Ramblas au même moment, donc il faut leur faire des projets à d'autres moments. Il y a des gens qui viennent tous les ans. Barcelone est une grande ville de congrès. Donc, il y a des congrès annuels de plein de grandes professions. Ben, eux, il faut les emmener à des endroits où ils ne sont pas allés l'année d'avant, donc il faut les pousser pour qu'ils ne se marchent pas dessus. Et ils sont arrivés à détendre énormément pour que les gens ne se croisent pas en permanence. Alors que nous, pour l'instant, on laisse essentiellement encore, regardez à Paris, les touristes étrangers qui arrivent, il y en a des dizaines de millions, ils vont dans la ville où ils veulent. Et on ne leur propose pas une vision de la ville, et surtout, on ne leur propose pas le deuxième voyage. C'est-à-dire, on ne leur dit pas, attendez, vous êtes allé à Notre-Dame de Paris, c'est parfait, mais la prochaine fois, vous pourriez aller à Bourges ou vous pourriez aller en Seine-Saint-Denis. À la basilique. Donc, si vous voulez, on ne construit pas le projet touristique. Donc, on est dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense, si vous voulez, qu'il faut se fixer des objectifs, j'allais dire politiques. Il faut dire, on devra arriver à 80% de gens qui partent en vacances. On est à 60%. À peu près, il y a 80% des gens qui peuvent partir en vacances en dehors des conditions économiques. Parce qu'il y a toujours 20%, il y a des phobiques du voyage, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui viennent acheter une maison, il y a une dame qui est enceinte, elle ne veut pas voyager, etc. Donc, en gros, les sociétés comme le Danemark sont à 80% de départ, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est le tourisme sur la planète, c'est ce qui réunifie l'humanité, c'est ce qui lui apprend à se connaître et à se découvrir. Donc, effectivement, disons qu'il faudrait qu'on soit à peu près 3 milliards à voyager, ça serait très bien, même si ça pose des problèmes de pollution, de réglementation des voyages. Est-ce que, par exemple, les vols pas chers pourraient être d'une semaine minimum? Est-ce que vous pouvez aller à New York pour 2 jours? Peut-être qu'on va vous dire un jour, New York, vous allez une semaine. Peut-être qu'on va vous dire un jour, écoutez, si vous voulez visiter le Louvre, il y a une très bonne place disponible en août 23. Ça vous intéresse? Et vous allez dire, voilà, comme on a fait à Marseille, avec la calanque de Sugiton, il y a 2000 personnes qui venaient parce que Marseille est très, très à la mode, elle est complètement envahie. Ils ont mis une règle simple, il y a 400 personnes inscrites sur Internet. Au fond, les gens sont contents parce que ceux qui y sont, 400 dans la calanque, on est bien. En plus, on ne dégrade pas l'école et les écosystèmes, mais en plus, humainement, on est bien. Et puis, ceux qui sont inscrits pour après, ils sont sûrs que quand ils iront, ça sera pareil. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu aller à Sugiton ou à un autre endroit. Donc, tout le tourisme va rentrer là-dedans. Au fond, la régulation du tourisme, il y a 2 systèmes. Il y a le prix, on sait faire, le ski est très fort pour ça. Et le ski va continuer parce qu'avec le réchauffement climatique, les stations où il y a de la neige, ça s'accèle du haut. Donc forcément, il y en aura moins, donc forcément, ça sera plus cher. Ou alors, ça sera plus loin, il faudra aller dans l'Himalaya, il faudra aller ailleurs, mais le voyage sera plus important. Donc le ski, évidemment, sélectionne par le prix. Et si on ne veut pas sélectionner par le prix, il faut sélectionner par le numérique. Et il faut construire une France numérique dans laquelle, effectivement, vous voulez aller, je ne sais pas, visiter l'Aubrac l'été prochain, vous allez taper Aubrac été prochain, et on va vous dire, attends, du 1er au 10 août, c'est vraiment pas la peine, tout est plein, il y aura les hôtels, les restaurants, ça ne va pas être sympa. Soit tu viens après le 10 août, soit plutôt que d'aller sur l'Aubrac, tu vas à côté à tel endroit, il n'y a personne, c'est génial, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un dialogue avec la mémoire touristique du territoire pour effectivement, après, si les gens veulent aller où il y a plein de monde, c'est leur droit. Quand on va sur une plage, un des charmes, c'est qu'il y ait du monde. Donc, ce n'est pas désagréable qu'il y ait les autres gens, on se voit, on regarde, etc., on se loue, tout. Bon, les enfants jouent ensemble, etc. Ce n'est pas obligatoire, le désert, mais c'est pour dire qu'on va construire petit à petit, il faudrait construire petit à petit cette France numérique pour que les gens, avant de partir, sachent où ils vont, à quelle période. On leur propose, souvent, on leur proposait de se décaler d'une semaine, etc. Il y a une deuxième chose, je crois qu'il faut faire assez vite, c'est de donner aux gens une semaine de vacances, n'importe quand dans l'année, et quels que soient les programmes scolaires. Je pense qu'il faut arrêter de réguler la société par l'école. Je pense que l'école, ce n'est pas son boulot. Les Italiens ont ça, ils ont une semaine de congé flottant, c'est-à-dire qu'en gros, les parents ont le droit d'enlever leurs enfants une semaine par an pour partir. Vous voyez, si on décide ça, par exemple, d'abord, ça permet à des gens d'aller à des moments où c'est moins cher. Donc, c'est un effet de démocratisation. La deuxième chose, c'est que vous prenez la question du ski. Ça permet qu'il y ait des gens dans les stations quand il y a de la neige. Et ça permet aussi qu'on arrête d'étaler les vacances. Parce que l'étalement des vacances, par exemple la neige de février, c'est quand même scandaleux. Il y a 7% des Français qui font du ski et on oblige tous les Français à avoir des vacances étalées, alors que 30% des familles sont des familles recomposées et que
les gens, les 50% des familles ne vivent pas dans la même génération, dans les différentes générations dans le même département. Donc, ça veut dire qu'en fait, on prive les grands-parents de leurs petits-enfants et que souvent, on empêche les familles recomposées de partir ensemble. On n'est plus dans la famille bourgeoise où tout le monde habite au même endroit, est marié, etc. On est dans des familles tribus diffusées dans l'espace, etc. Donc, l'étalement des vacances de Pâques et de février, en fait, c'est des vacances où on ne peut pas jouer sur le lien familial et sur la garde des enfants par les grands-parents, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre. Au fond, il faut organiser le temps, peut-être avec une semaine, comme je le propose, en dehors des cadres. Il faut organiser la mémoire à partir du numérique pour qu'on puisse s'inscrire pour des choses, pour le Louvre. C'est vrai que je ne sais pas combien de fois dans votre vie vous irez au Louvre. Peut-être 2 fois, sauf vraiment des grands amoureux de tableaux. Bon, que vous y alliez cette année ou dans 2 ans, ça ne change rien. Bon. D'ailleurs, on peut rouvrir le Louvre tous les jours. Ça fait 20 ans que je me bats pour ça, mais je n'ai absolument aucun résultat. Je ne comprends pas pourquoi Euro Disney est ouvert tous les jours et pas le Louvre. C'est-à-dire, ça me semble, quand on voit les milliards d'investissements qu'il y a dans le Louvre, l'idée que ce n'est pas ouvert la nuit et l'idée que ce n'est pas fermé un jour par semaine, pour moi, c'est incompréhensible. Ça fait perdre dans l'économie touristique un nombre d'emplois, etc., absolument extraordinaire. Bon, mais passons, ce n'est pas le jour de faire des revendications. Donc voilà, si vous laissez, je crois que c'est tout ça qui va se passer, avec sans doute un renforcement du tourisme de proximité. Mais le tourisme de proximité, allant beaucoup dans cette question du tourisme du télétravail, c'est-à-dire effectivement, vous savez, on va vers une société du proche. Les 2 mots qui ressortent de la pandémie, c'est les proches et le proche. Les gens ont été très heureux d'être un peu refermés sur la famille. Le sentiment de bonheur des Français a augmenté. Avant la pandémie, 75% des gens, 75% disaient « je suis heureux dans mon quartier, dans ma famille et dans mon travail ». Dans les médias, on entend toujours que les mecs qui râlent, mais l'essentiel des gens sont heureux dans ce pays. C'est un pays très, très heureux. Et on est monté à 80% avec la pandémie des gens qui disent sont heureux, y compris parce qu'ils se sont sentis protégés. Ils étaient payés à ne pas travailler, etc. On leur donnait des consignes. Alors, ils râlaient. Mais en même temps, ils suivaient les consignes. Ils avaient l'impression que, mine de rien, bon, au début, c'était un peu cafouilleux, mais après, ils avaient l'impression que ça les protégeait, etc. Donc, on est dans ce type de société. Et donc, ce que cherche la société en ce moment, c'est à se reconstruire sur le local, à se reconstruire dans un territoire où il y a les mêmes qu'on voit au collège, au marché, au télétravail, etc. Et puis les mêmes qu'on va voir dans le train quand on va à Paris, à Marseille, à Lyon, dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'on est. Donc on va vers une société du local, mais cette société du local ne sera démocratique que si elle est ouverte. Si elle est ouverte par la livraison, si elle est ouverte par le voyage, si elle est ouverte parce que les enfants se font éduquer ailleurs, etc. Il ne faut pas revenir à une société fermée. Sinon, ça nous mène à des sociétés comme la Russie ou la Chine, c'est-à-dire des pays qui se referment sur leur culture, leurs convictions, etc. Et les mecs, en fond, je dirais, ils s'enfument tout seuls. Donc, il est important qu'on reste dans des sociétés ouvertes, mais disons, c'est la ville du quart d'heure, pour le dire avec un autre mot. Mais la ville du quart d'heure, soit c'est une segmentation pour éviter que les gens des quartiers populaires viennent nous voir, pour le dire simplement. Moi, vous voyez, à Marseille, j'ai été élu municipal, j'ai jamais vu un jeune des quartiers nord descendre à vélo. Ça, je vous assure que ça, c'est un truc, il aurait l'air tellement ridicule dans son quartier nord pour une bicyclette qu'on est très, très loin le moment où il va s'y mettre. Je ne dis pas qu'il s'y mettra jamais, mais bon, disons peut-être pas tout de suite. Donc, si on ne veut pas faire une ville du quart d'heure qui soit en fait de la segmentation sociale, il faut faire une logique de local ouvert. Il y a 21 millions de Français qui se font livrer par Amazon. 21 millions. Bon. Et il y a d'autres grandes sociétés en cours de développement. La ville de demain, le monde de demain, c'est un monde du local et de la livraison, du local et du voyage, du local et du télétravail. Et pour les populations qui ne peuvent pas télétravailler, je m'arrêterai là-dessus, il y a 3 populations en France. Il y a les 30, 40, 30%, on va dire, 35, qui peuvent télétravailler. C'est un groupe énorme, hein, énorme. Vous avez effectivement la population ouvrière et paysanne qui massivement habite à côté de son usine et de son lieu de travail, parce qu'on a mis les usines à la bordure des métropoles, massivement les ouvriers habitent dans des lotissements, et puis ils ont une culture politique, syndicale, etc., les paysans aussi, donc ils sont souvent liés aux mairies, au conseil municipal, ils sont des citoyens locaux là où ils habitent. Et puis vous avez les gens du care et du service, ben les gens du care et du service, ils habitent loin de leur travail, ils sont mal payés, c'est ceux qu'on a vu travailler tout le temps pendant la pandémie. En gros, si je résume, c'est les gilets jaunes, plus les habitants immigrés des banlieues. C'est les 2 communautés qui ont travaillé pendant toute la pandémie. Ben, ceux-là, on ne peut pas beaucoup les mettre en télétravail, mais par contre, on peut décider qu'on casse la politique des HLM et que dorénavant, le HLM est d'abord donné en priorité à celui qui travaille à côté, que ça soit vrai pour les enseignants, pour les policiers, déjà pour les fonctionnaires, et pourquoi pas par accord avec les grandes entreprises. Donc, si vous voulez, il peut y avoir toute une réflexion pour avoir une stratégie de proximité
lié non pas au déplacement de la résidence, enfin pas comme les gens se déplacent avec le télétravail, mais par la proposition de logement de proximité. C'est un débat qui a commencé dans le monde du HLM, et je pense, si vous voulez, que c'est un débat important parce que les gens vont avoir envie d'avoir les mêmes droits. Si vous avez des gens qui sont en télétravail, qui vivent dans des maisons avec jardin, qui ont des plus gros salaires que les autres, et puis qu'à côté, vous avez des gens qui se tapent des trajets à n'en plus finir, qui ont des plus petits salaires, etc., c'est comme ça que dans une société, on crée des conflits épouvantables. Le droit à la proximité, le droit à vivre avec ses proches, tout ça, je pense que ce sont des éléments structurants de la société de demain. Mais dedans, il y a le voyage, dedans, il y a ce que vous faites, et au fond, notre objectif, il faut que ça soit de faire partir les gens. Et la première chose, c'est de se rappeler une chose simple, il faut faire partir les jeunes. Parce que quand on est parti jeune, on part toute sa vie. Le départ en vacances, au fond, c'est un apprentissage qu'on fait effectivement quand on est jeune. Alors, après-guerre, c'était les mouvements scouts, etc. Puis après, il y a eu tous les mouvements sociaux, ben vous, mais pas que vous, enfin, je veux dire, le tourisme social, etc. Au fond, on a éduqué les populations au voyage. Mais après, en gros, depuis 30 ans, on s'est arrêté, en gros, en considérant que tout le monde partait. Et on a oublié qu'il y a les nouveaux arrivants, il y a les immigrés, il y a les banlieues immigrées, etc. Et dans ces banlieues, le taux de départ est très faible. Et quand vous allez sur une plage, il est très, très rare que vous voyez des gens issus de l'immigration visibles. Donc, si vous voulez, on a un peu arrêté notre travail d'éducation. Et je pense que c'est une mauvaise chose parce qu'une société où il y a un groupe qui est exclu de ce qui fait au fond le lien social principal, c'est une société de tension et c'est une société de conflit, ce qu'on voit d'ailleurs très, très bien dans ces quartiers. Donc voilà, il faut, voilà. Si vous voulez, moi, pour moi, le tourisme et les vacances, ce n'est pas un truc à côté de la société, c'est un des moteurs du lien. Et au fond, ce qu'on a vu pendant la pandémie, et je m'arrête là-dedans, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que quand le tourisme et les loisirs s'arrêtent, la ville s'arrête. Il n'y avait plus rien. Je veux dire, nos liens aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, sont construits par le hors-travail. Vous allez vivre 700 000 heures. Vous allez travailler 68 000 heures. C'est la durée légale du travail en France. Elle est inférieure à 10% de l'existence. À l'époque de Napoléon, on travaillait 70% de sa vie. C'est deux écarts énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel des liens sociaux se construisent dans l'éducation, puisque 90% des jeunes arrivent au bac. 90%. D'ailleurs, c'est bien pour ça que souvent, ils ont construit des relations sentimentales avant le bac. Ça change évidemment les choses. Mais ensuite, effectivement, vous avez tous les liens que vous avez dans le temps libre, dont l'école, les liens autour de vos enfants, les anniversaires, etc., toutes les activités de proximité, les salles de sport, la religion, la mosquée, etc. Donc, toutes ces choses-là. Mais si vous voulez, il faut bien voir que la culture, évidemment, mais l'essentiel des liens sociaux sont hors du travail. Et ce qui se passe, si vous voulez, avec cette pandémie, c'est que le fait que le travail n'occupait plus que 10% de l'existence. Petit à petit, on avait vu les valeurs du tourisme, des vacances, pénétrer la société. Prenons l'exemple du vêtement. Regardez le short. Les dames peuvent s'habiller en short depuis une dizaine d'années. Les messieurs peuvent presque venir au bureau en short. Limite, ça va venir. Or, le short est évidemment un costume de vacances. Avant, il y avait des blue jeans qui étaient passés du monde des vacances au monde du travail. Bon, mais ce qui se passe avec le vêtement est vrai dans les codes sociaux, le fait de s'embrasser tout le temps, etc. Mais ça, s'embrasser tout le temps, on va se calmer pendant un moment. Donc, si vous voulez, on est dans tous ces bouleversements. Et au fond, ce qui se passe en ce moment, c'est que la pandémie, ça a fait prendre au temps libre le pouvoir sur la société. Les codes sociaux du temps libre sont définitivement devenus les codes sociaux de la société. Le rapport au télétravail, le rapport à l'autorité, le rapport effectivement à la famille, etc. Alors c'était déjà ça, hein. Les familles étaient déjà plus qu'elles, etc. Mais au fond, la pandémie, je pense que ça restera le moment dans l'histoire où au fond, la valeur du travail, pas la valeur du travail, parce que les gens travaillent énormément, mais le fait que les codes issus du monde du travail, de l'industrie, en réalité du bureau, c'est-à-dire les valeurs de l'industriel et puis de la société bureaucratique qu'on a depuis 50 ou 60 ans, ces codes qui étaient aussi les codes sociaux, petit à petit, ces codes ont cédé. Les codes sociaux deviennent les codes construits dans le monde du temps libre et des vacances, mais par contre, le travail doit trouver sa place à l'intérieur de ça. C'est pour ça, les gens, la question qu'ils pensent, c'est le sens, c'est la dimension écologique du travail, c'est le respect qu'il aurait dû, etc., qui sont évidemment une autre façon de considérer le travail. Au fond, on passe, si vous voulez, du travail pour soi à un travail qui était organisé pour le collectif. Et donc, on est là dans des innovations qui obligent d'ailleurs les organisations, les patrons à avoir des rapports à leurs salariés beaucoup plus attentifs, beaucoup plus respectueux. Tous les débats, d'ailleurs, sur la pression sexuelle vis-à-vis des femmes relèvent aussi d'une certaine façon de ça, parce que c'était considéré quasiment comme faisant une partie annexe de l'intégration, si je peux me permettre d'être un peu direct, dans certains secteurs, en tout cas la politique et les médias. Et donc, si vous voulez, on est là dans des bouleversements très profonds. Voilà, donc il faut voir l'évolution du tourisme dans toutes ces questions et soyez prêts à l'inattendu. Je pense qu'il y a des choses qui vont naître de cette pandémie qu'on ne connaît pas encore. Vous savez, moi qui ai fait, je suis un ancien de 68, en 68, on ne parlait pas du féminisme, on ne parlait
pas de l'écologie, on faisait des grands discours révolutionnaires, mais ce qui est né après 68, c'est une puissance nouvelle du féminisme et la construction de la pensée écologique et la perception que la grande question du monde, c'est le réchauffement climatique. Et je pense que la pandémie, ça a été un lanceur d'alerte. Je pense que quasiment tout le monde a compris qu'on était en train de mourir si on ne se battait pas, qu'il faisait chaud, qu'il y avait des incendies, qu'il y avait des inondations, que les glaces fondaient. Et si vous voulez, je pense qu'au fond, la pandémie, c'est notre chance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a gagné sur le virus, puisque en gros, on a sauvé 200 ou 300 millions de personnes, donc c'est une immense victoire de l'humanité, et je pense que cette victoire nous montre que quand on se met tous ensemble, on peut gagner aussi. Et donc, au fond, l'idée qu'on peut gagner contre le réchauffement climatique, honnêtement, avant la pandémie, moi, je ne l'avais pas. Maintenant, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner. Alors, entre-temps, on va continuer à se battre, les Russes vont continuer à attaquer, etc. Mais si vous voulez, ce n'est pas pour dire que c'est des petits phénomènes, ça tue des milliers de gens qui étaient tranquillement en train, justement, peut-être de préparer leurs vacances. Mais si vous voulez, sur le long terme, je pense que l'idée qu'on a un combat commun qu'on a gagné, ça nous ouvre des perspectives sur la question du réchauffement climatique, ce qui redonne du sens. Mais je vous rappelle quand même que 30% des jeunes femmes disent qu'elles n'auront pas d'enfants, 43% des 16-26 ans n'ont pas fait l'amour pendant 2 ans, et 79% rêvent d'un régime autoritaire. Donc on n'est pas entièrement sorti de l'auberge. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos. Est-ce que peut-être on peut déjà prendre une question dans la salle, profiter de la présence de Monsieur Viard. Je prête mon micro volontiers, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour. Euh, Vous avez dit que du coup, le tourisme local est en train de se développer. C'est ça qui est de plus en plus recherché par les familles. Du coup, nous, quand on organise des colonies de vacances, notre rôle est-il de les accompagner en développant aussi le tourisme local ou au contraire de leur permettre, enfin, de proposer aux familles un autre tourisme plus loin sur d'autres destinations que eux ne feraient pas forcément? Est-ce que notre rôle, c'est d'aller dans le sens du tourisme local ou de proposer autre chose que les vacances qu'ils font en famille? Il n'y a pas de choix. Les deux sont bien. Donc, si vous voulez, en plus, le tourisme local est souvent moins cher. Je crois qu'il n'y a, pas de choix. Ça dépend des saisons, ça dépend des âges aussi. Hein. Vous savez comme moi que les enfants petits, je veux dire, ils vont à 10 km, c'est déjà un grand voyage. Le fait de ne pas dormir à leur maison, etc. Bon. Donc, ça dépend de ça. Après, ça dépend du projet qu'on a. Moi, je pense que le voyage de longue distance, dans une vie, il faut en avoir fait quelques-uns. Je pense que c'est important d'être allé en Afrique. Je pense que c'est important d'être allé en Amérique. Mais il ne faut pas y être allé 10 fois. Mais je pense, si vous voulez, avoir vu comment les autres vivent, vous savez, Bernard Tapie disait toujours, quand il y avait des réunions politiques où les gens l'agressaient, ouais, mais Marseille, il y a plein d'Arabes partout et tout, il commençait toujours, il disait, ah ouais, mais vous savez, alors moi, c'est pire, hein. J'ai une maison à Marrakech. Des Arabes, il y en a partout. Et du coup, il cassait complètement le discours raciste des gens. Et si vous voulez, c'est pour ça que c'est bien que les jeunes, ils aient mis le pied. Par exemple, les jeunes immigrés, c'est vachement bien de les amener en Turquie. On avait fait ça avec Edmond Maire, avec la Fondation Vacances Ouvertes. Et si vous voulez, enfin, c'est lui qui l'avait fait, moi, je ne faisais qu'assister. Mais pourquoi? Parce que des jeunes de banlieue, on les amène en Turquie. D'un coup, ils se rendent compte qu'ils peuvent circuler dans une rue où personne ne leur demande leur papier, où ils ont tous la même dégaine, où ils ne sont pas tout le temps pointés du doigt et regardés, etc. De même quelqu'un qui vient d'Afrique, qui vit chez nous, s'il court dans la rue en France ou aux États-Unis, il a peur, parce que tout le monde se dit c'est un voleur. Quand il court en Afrique, personne ne lui dit parce que les Africains courent partout. Donc, si vous voulez, ça, vous voyez, pour casser les codes culturels, je pense que les grands voyages, c'est bien. Mais avec le réchauffement climatique et les problèmes écologiques, je pense qu'on va en faire moins. Donc, je dirais tendance à dire, dans une vie, il faut en avoir fait 2 ou 3, c'est essentiel. Mais après, on n'est pas obligé d'aller toujours très loin. Ce que vous évoquez là, c'est une préoccupation pardon, que nous avons effectivement, puisque ça permet à la fois de réduire cette fameuse empreinte carbone dans le cadre de l'urgence climatique, c'est-à-dire de moins voyager, pour autant, tout en continuant à aller découvrir l'autre, l'étranger, c'est ce que vous évoquez là. En le connaissant, on en a moins peur, et je pense que ça participe effectivement à l'équilibre et à la paix sociale, finalement. Bien sûr. Non, non, mais c'est toute la question, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai insisté sur les jeunes des quartiers, etc. Bon, dans la vraie vie, un Marseillais ne va jamais en vacances en Bretagne.
Un Bordelais ne va quasiment jamais sur la Côte d'Azur. Si vous voulez, les gens ne vont pas n'importe où en vacances. Hein. Les vacances, c'est d'abord aller là d'où je viens. Donc, si vous voulez, si vous êtes breton, vos grands-mères étaient bretons, vous allez en Bretagne, etc. Et la deuxième chose, c'est d'aller pas trop loin parce que ça coûte cher. Donc, de même qu'effectivement, les Marseillais vont skier dans les Alpes, c'est très rare qu'ils aillent skier dans les Pyrénées. Bon, parce que pourquoi est-ce qu'ils feraient 300 km de plus pour glisser sur de la neige? Et ainsi de suite. Alors que les gens de Toulouse vont rarement skier dans les Alpes. Donc, dans la vraie vie, il faut bien se rendre compte que le tourisme, c'est deux choses. C'est une transhumance régulière. On va toujours au même endroit, un endroit qu'on connaît, un endroit souvent. 50% des Français se baignent toujours sur la même plage. Donc, si vous voulez, derrière ça, il y a l'idée qu'on est venu quand on était petit, qu'on connaît les lieux, etc. C'est la culture de la résidence secondaire. Mais il y a la moitié des campings qui sont loués à l'année. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de maison, mais ils ont les mêmes pratiques sociales, sauf que ils vont toujours dans le même camping, etc. Bon, donc ça, c'est une transhumance au fond et une transhumance, souvent en tribu familiale, où on se déplace, y compris ça permet d'intégrer les filles qui sont toutes seules, parce que le gros problème du tourisme, c'est la mobilité des dames seules. En gros, elles ne sont pas mobiles, quoi, parce qu'une fille seule qui circule, ben, tous les mecs la regardent en se demandant pourquoi elle est là. Donc, bon, il y a une pression qui est insupportable. Et je vous rappelle que dans le tourisme social, jusqu'aux années 80, on n'acceptait pas les femmes seules dans les villages, parce qu'on considérait que ça mettait du désordre, non pas elles, mais le regard des autres sur elles. Donc, c'est très récent qu'on accepte les femmes seules dans plein d'institutions. Et c'est pour dire que donc, on circule beaucoup en famille, en tribu, pour ça. Le voyage, c'est autre chose, au fond. Le voyage, c'est ce qu'on fait avant, quand on n'a pas d'enfant, c'est ce qu'on fait après, ou c'est ce qu'on fait exceptionnellement. Il faut voir les deux processus. Mais l'initiation à la transhumance, regardez à Marseille, dans les quartiers nord, mais il y a plein d'enfants qui ne savent pas nager. Donc, si vous voulez la mer, c'est bien mignon, mais ils n'ont pas appris à nager. Il n'y a pas de piscine. Donc, vous avez des processus, vous avez des tas de gamins, ils voient la mer par la fenêtre, mais ils ne savent pas nager. Donc, si vous voulez, ça veut dire que ça se construit tout ça. Et c'est important de regarder ça comme une construction. C'est pour ça, regardez, les gens qui viennent du Maghreb vont très souvent en vacances au Maghreb. Ils ont d'ailleurs souvent des maisons au Maghreb. Mais nous, on ne les considère pas comme des résidences secondaires. Quand on donne les statistiques de résidences secondaires, on donne pas celles possédées par des gens qui habitent en France, on donne celle en France. Mais il y a sans doute 1 million de maisons en Afrique qui appartiennent à des gens qui vivent en France, comme les Portugais. Quand vous êtes allé au Portugal, il y a plein d'énormes maisons magnifiques qui ont été faites par des maçons portugais quand ils travaillaient en France pour leur retraite, mais aussi pour montrer que bon, ils avaient bien fait de partir et qu'ils étaient devenus costauds, ils avaient une plus belle maison. Bon, on a le même processus en Algérie ou au Maroc ou au Mali, etc. Donc, il faut aussi regarder tous ces phénomènes-là. Mais effectivement, la paix sociale, c'est le partage de la même aventure. Or, l'aventure centrale aujourd'hui des Français, c'est effectivement un monde du travail. Et dans ce monde du travail, il y a la culture des loisirs, du tourisme et de la culture. Et ceux qui n'accèdent pas à ça, ben, ils en sont exclus. Et s'ils en sont exclus, ben, ils se replient sur le seul truc qui est ouvert pendant l'été. En général, c'est la mosquée. Je veux dire, il ne faut pas rêver. L'abandon qu'on a eu, notamment le tissu associatif et politique des équipements dans les quartiers, est une des causes du repli sur leur religion. Moi, quand j'ai payé mes études, je travaillais dans les quartiers nord de Marseille, dans un centre social, ben, il y avait un monde fou à l'intérieur. Ben, ce n'étaient pas tous des Bretons. Ben, aujourd'hui, quand j'y vais, le centre social est fermé, il y a des planches clouées dessus, et le grand ensemble où j'allais, à chaque porte, il y a un dealer assis sur les marches. Donc, je veux dire, on a beaucoup abandonné ces populations, et donc elles se sont reconstruites du lien social, pas forcément le meilleur pour l'intégration générale. Et je veux dire, je crois que la question là, on a une conquête à mener, il faut qu'on reconquiert ces espaces, le développement du hashish, le développement des voiles, etc., c'est quelque part aussi le paiement de l'abandon. Et en plus, il faut bien se dire, le hashish, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires dans les quartiers. Et si vous rendez-vous compte, s'il n'y avait pas le hashish dans les quartiers nord de Marseille et dans Seine-Saint-Denis, mais les gens, ils travailleraient comment? Donc, il y a un moment, il y a un développement aussi des activités parallèles ou des prégnances du religieux le plus conservateur, effectivement, parce que nous avons été absents. Martine. Merci. On m'entend là? Oui. Merci. Oui. Moi, j'ai une question autour de la contradiction qu'il va y avoir entre le coût des vacances pour les populations défavorisées, qui ne partent pas encore, et le coût des productions vacances pour les structures et les mauvais salaires qu'on donne que les animateurs que dans les structures associatives on est obligé d'avoir. Et puis j'ai une autre question parce que vous m'avez beaucoup interpellé sur la semaine flottante.
de vacances. J'ai du mal à voir comment en France l'école pourrait accepter ce genre de choses. Non, mais vous savez, j'ai été dans la commission en France qui régulait les vacances scolaires il y a longtemps. Hein. Il faut que l'école accepte que ce n'est pas elle qui organise la société. C'est elle qui organise l'éducation des enfants, c'est son boulot, c'est elle qui organise la défense des valeurs de la laïcité, etc. Elle a un rôle central, mais je ne suis pas sûr qu'elle peut gérer le temps social. Je pense que d'ailleurs au départ, ce n'était pas l'idée, puis ça s'est développé petit à petit, et je pense que c'est un vrai problème. Et je vous signale que c'est en Italie, ça existe déjà, la semaine flottante. Or, les Italiens ne sont pas particulièrement institutionnels, etc. Vous savez, si vos enfants ont la grippe, vous les enlevez de l'école. En moyenne, chaque enfant manque 1 ou 2 semaines de l'école pour des raisons de santé. Donc, ça ne le fait pas redoubler en permanence. Donc voilà, moi je pense que c'est une mesure qui serait extrêmement positive et l'école finira par céder parce que effectivement il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. D'autant qu'il y a plein d'endroits où ça permettrait aux enfants d'accompagner leurs parents quand il y a un voyage professionnel, quand il va à un colloque, à un congrès, etc. Et donc si vous voulez, il y a pour les familles, en plus ça permet de baisser les prix des vacances. Il est clair que c'est beaucoup moins cher de partir une semaine en septembre qu'une semaine en août. Donc on n'est pas du tout, c'est un effet de démocratisation par le prix qui me semble. Ça ne va pas se réaliser tout de suite. Je pense qu'il va y avoir des conflits. Il faut que je pousse un peu les gens du ski derrière pour leur montrer qu'ils auraient à y gagner, parce que ça permettrait de faire plus de semaines ouvertes. Il faut toujours avoir les arguments positifs, y compris économiques. Ça aide à mobiliser. Oui, l'école peut râler, mais si vous voulez, je pense qu'à un moment, il faut se demander pourquoi on a arrêté la démocratisation du départ en vacances depuis 30 ans. Notamment, c'est une question de prix. C'est aussi une question qu'on n'y fait pas rentrer les nouvelles populations, parce que qui ne part pas en vacances? D'abord, les femmes seules. C'est clair que les 1 700 000 femmes seules avec leurs enfants, c'est le groupe qui part le moins, quel que soit son revenu. Parce que les femmes seules ne partent pas seules. Donc elles partent si leur famille, leurs cousins, leurs frères, une bande de copains les invitent. Bon. Parce qu'elles ne partent pas seules, parce qu'elles ont une pression qui leur est fondamentalement désagréable, parce qu'elles ont envie d'être seules, elles n'ont pas envie, elles ne sont pas en train de draguer toute la journée, si je peux dire les choses directement. Et là, il y a le groupe qui part le moins. Après, effectivement, les gens qui partent le moins, ce n'est pas forcément toujours les plus pauvres, c'est les gens qui n'habitent pas dans les grandes villes. Le taux de départ en Île-de-France est très supérieur au taux de départ dans les campagnes. Parce que quand vous êtes à la campagne, bon, effectivement, il y a la chasse, on peut aller se baigner dans les bassins, en plus, les mairies ont fait un boulot remarquable l'été pour occuper les enfants, du moins en juillet, moins en août, mais en juillet, la plupart des mairies font des trucs fantastiques pour les enfants. Donc, si vous voulez, là, il y a des tas de propositions culturelles, sportives, etc. partout. Et donc, du coup, en juillet, en fait, il y a toutes ces activités. Donc, c'est ça qu'il faut regarder et se demander comment on avance. Parce que sur la question du coût, ce n'est pas le seul critère, le coût. Je vous dis, il y a le fait d'être parti petit. Si vous regardez, si les gens qui sont au chômage, s'ils partaient en vacances avant, en fait, ils partent encore. Mais ils ne partent plus au même endroit. Ils vont aller chez des copains, ils vont aller dans la famille. Bon, c'est sûr, si vous avez un cousin, un frère ou un ami qui est au chômage, vous allez lui dire « viens chez moi », etc. Bon, la solidarité dans cette société est considérable. Et donc, effectivement, on va aider ceux qui sont en difficulté. Mais c'est aussi que c'est culturel. C'est-à-dire que si, effectivement, vous êtes toujours parti, si à un moment, vous avez une période de chômage, ben, vous n'avez pas envie d'arrêter de partir. Et pour les enfants, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que la question du coût. Après, il y a aussi évidemment la question du coût. Il y a le fait que le tourisme est peu adapté à toutes les populations handicapées, que ça, c'est une vraie question. Mais ce n'est pas vrai que pour le tourisme. C'est vrai pour la ville en général, si vous voulez. L'inadaptation de la France à sa population handicapée est monstrueuse. D'ailleurs, on n'en voit jamais d'handicapés. C'est comme si vous arrivez devant une gare, vous avez toujours un immense parking d'handicapés vide. Vous dites toujours, mais c'est quand même pas croyable, pourquoi ils font des parkings si grands alors qu'il n'y a pas d'handicapés? Alors c'est faux, vous allez dans les pays scandinaves, il y a des handicapés partout. C'est parce que nous, les handicapés ne sortent pas. Donc si vous voulez, toute cette population, elle ne sort pas dans la ville, elle ne sort pas non plus en vacances, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas équipé, parce que la France n'est pas prévue pour une chaise à roulettes, pour des choses simplement, n'est pas d'ailleurs non plus toujours prévue pour pousser une poussette. Donc si vous voulez, on a une société là-dessus, on n'est pas bon, quoi. On n'est pas bon du tout. Donc voilà. Après, il y a aussi effectivement des questions de coût. La vérité, c'est que ceux qui partent le moins, c'est les gens, ce n'est pas les fonctionnaires, ce n'est pas les gens des grandes entreprises, c'est des gens qui font des boulots discontinus.
Et donc, si vous voulez, ils ont moins de droits sociaux que les autres. Ils n'ont pas forcément droit aux chèques vacances, etc. Donc, du coup, c'est effectivement une population qui est souvent un statut économique. C'est des auto-entrepreneurs, c'est des gens comme ça. Vous voyez, les auto-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux. Ils n'ont quasiment pas de droits sociaux. Donc, vous avez des populations comme ça qui ne sont pas dans le droit social parce que le droit social est construit pour le salariat. Notre société continue à être construite pour les gens mariés en CDI et en salariat. Regardez, 63% des bébés naissent hors mariage, mais la réversion de pension, c'est que pour les enfants de parents mariés. C'est quand même inimaginable. Les femmes, la majorité des femmes ont des enfants hors mariage, mais elles n'auront jamais de réversion de pension parce qu'elles ne sont pas mariées. Mais qu'est-ce que ça a à voir, les deux sujets? Aucun, sauf que la société reste conservatrice. Elle considère que tous ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas droit à la réversion, etc. Et donc là, tous ceux qui ne sont pas dans le cadre du salariat dans les grandes entreprises, au fond, n'ont pas les mêmes droits sociaux. Et au fond, ils ne sont jamais défendus par personne. Donc, ils ne progressent pas. Prenez les auto-entrepreneurs. Il y en a plusieurs millions. Vous avez déjà entendu un grand débat sur le droit au départ en vacances des auto-entrepreneurs? Alors non, effectivement. Pardon, j'ai eu du mal à rallumer mon micro. Mais peut-être que le phénomène est un peu nouveau et que ça viendra. Ben oui, mais enfin, les enfants hors mariage, ce n'est pas à la veille. On est quand même à 63% de bébés qui naissent hors mariage. C'est toujours le mariage qui entraîne la réversion des retraites. Ce qui va créer une génération de femmes pauvres qui ne savent souvent même pas qu'elles n'ont pas la réversion et elles croient souvent quand elles se paxent qu'elles vont avoir droit à la réversion. Or, dans le Pax, très prudemment, on n'a pas mis la réversion de pension. Je tiens à vous prévenir, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous marier le jour où vous prenez votre retraite. C'est la meilleure solution pour avoir droit à la réversion. Le jour de votre retraite, vous allez épouser votre ami habituel. Et soit au bout de 5 ans, vous avez droit à la réversion, soit si effectivement vous avez eu des enfants avant, il y a un retour et donc vous avez aussi droit à la réversion. Donc c'est important la réversion de pension. Bon. Merci du conseil. Est-ce qu'on profite encore quelques minutes de la présence de M. Viard? N'hésitez pas à poser vos questions. J'imagine qu'il y a plein de choses qui vous viennent à l'esprit dans tous les propos qui ont été énoncés ici. Toutes les questions sont remarques, sont bonnes à entendre, j'en suis convaincu. Oui, Franck. Oui, bonjour, M. Viard. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai relevé une phrase, le tourisme est un des moteurs du lien social, j'imagine. Je voulais savoir, nous, alors, pour recentrer un peu sur notre activité, une de nos activités principales, les colonies de vacances, si on peut remplacer le tourisme par les colonies de vacances, sont un moteur du lien, c'est l'histoire un peu de la Ligue. Est-ce que vous pouvez creuser un peu cette idée et nous dire qu'est-ce qu'on apprend en fait dans le cadre du voyage, dans le cadre du tourisme, dans le cadre des colonies de vacances éventuellement, de ce lien? Qu'est-ce que le touriste apprend Non, mais il y a deux choses, si vous voulez. La première, c'est que les colonies de vacances ont profondément changé. Il y en a beaucoup moins qu'avant, puisqu'il y a 30 ans, il y avait à peu près 4 millions d'enfants qui partaient en colonie. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins pour 3 raisons, à mon avis. La première, c'est qu'on a beaucoup fait monter les colonies j'allais dire, en équipement, c'est-à-dire qu'il y a des colonies de cheval, il y a des colonies de musique, etc. Donc, elles sont plus chères. Et donc, elles s'adressent à des groupes sociaux plus spécifiques. La deuxième question, c'est qu'on est dans une société où les gens n'ont pas envie qu'on brasse leurs enfants avec les autres enfants. Et qu'avant, on partait en vacances souvent par entreprise, etc. Donc, ça brassait au fond les gens d'EDF, les gens les enseignants, etc. Tous ces processus sont profondément défaits. La plupart des grands équipements, les vieilles châteaux qui avaient été achetés par les comités d'entreprise, tout ça, ont été revendus ou sont à l'abandon. Donc, si vous voulez, parce que les gens ne veulent plus partir ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble. Et ça joue beaucoup pour les colonies de vacances, parce que les gens ne veulent pas brasser leurs enfants, disons-le simplement, avec les enfants des quartiers en difficulté. Donc, du coup, ça fait qu'une bonne partie des colonies de vacances sont au fond réservées, je dirais, aux enfants exclus des vacances, c'est-à-dire, on voit très bien des groupes d'enfants, on voit tout de suite qu'ils viennent des quartiers à leur dégaine et à leur fonctionnement. Donc, il y a tout ça qui joue dans l'évolution des colonies de vacances et qui nous pose un gros problème parce qu'au fond, il y a beaucoup moins de jeunes qui partent en colonies de vacances qu'avant, alors qu'il y a énormément de jeunes qui ne partent pas. Donc, ça, c'est plutôt ce qui se passe, qui nous intéresse. Il y a aussi que la pédophilie a donné à beaucoup de parents tous les grands mises en lumière de la pédophilie dans les centres de vacances. Je ne parle pas des vôtres, hein. Je parle de phénomène général, y compris l'Église catholique, a donné le sentiment que dans des endroits où les éducateurs sont peu connus, peu encadrés,
encadré, etc. C'est pas comme dans l'école. Déjà, il y a des problèmes dans l'école, mais quand même très marginalisés parce que c'est des populations très stables, de professeurs, je veux dire. La pédophilie fait que les gens ne veulent plus lâcher leurs enfants. Donc, il y a ça aussi qui joue dans toute la transformation des pratiques de vacances. Une fois qu'on a dit tout ça, ce que je pense, si vous voulez, c'est pour ça que je donnais les chiffres tout à l'heure du temps de travail dans la vie d'un homme. C'est important, hein, 10% de sa vie au travail. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais pourquoi il y a moins de monde dans les syndicats? Pourquoi on dit qu'il n'y a plus de corps intermédiaires? Parce que les corps intermédiaires, ils sont ailleurs. Ils sont dans le territoire, ils sont les liens que les gens ont dans la salle de sport, les liens que les gens vont en vacances, effectivement, en tribu, avec des copains. Vous voyez, moi, quand je conseillais le président du Club Med, on s'était rendu compte que, en fait, ce qui manquait, c'était de pouvoir réserver 3 ou 4 chambres à côté. Ça n'existait pas dans le programme informatique du club, parce qu'on n'avait jamais pensé que les familles arrivaient en groupe. Et donc, on ne pouvait pas réserver des chambres à côté pour 3, 4, 5 familles. En gros, ils voulaient une aile du bâtiment. Bon, après, on a modifié les systèmes informatiques parce que les gens se déplacent en groupe. Le tourisme, c'est d'abord de l'intrafamilial. Hein. 70% des gens partent en famille. Donc, si vous voulez, il faut bien voir tous ces processus, comment ils se transforment. C'est là où les liens sociaux se développent, si vous voulez, parce que le tourisme, c'est de raconter avant ce qu'on va faire, de le faire et de le raconter après. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 3 temps dans un voyage, vous le savez mieux que moi, mais je veux dire, il y a dire à l'avant, cette année, c'est bien, je vais en colo à tel endroit, etc. Donc, ça, on en parle avec les copains, on les fait rêver, etc. Puis après, on y va, là, on crée des relations, et puis après, on rentre, et on dit, ah ouais, mais tu sais, c'était vachement bien, ou alors, non, c'était nul. Bon, enfin, ça dépend comment on a envie de raconter, mais je veux dire, donc c'est tout ça qui compte, c'est le récit, au fond, qui intègre. Et ce processus-là, ça veut dire que l'essentiel de nos liens sociaux sont venus à des gens qu'on a connus à l'école, à des gens qui habitent le même territoire, avec qui on fait des choses, on va au marché, on est allé au collège, on va à la salle, j'ai pris l'exemple de la salle de sport, mais ça peut être à la mosquée, dans certains quartiers, ou à l'église, etc. C'est ça des liens sociaux, si vous voulez. Et donc, le lien social lié au travail, il est de plus en plus faible pour 2 raisons. La durée, mais aussi une autre chose, c'est que la plupart des gens n'habitant plus à côté de leur lieu de travail, les gens que vous rencontrez au bar le soir, à la salle de sport ou tout, ce ne sont pas des collègues de bureau. Parce que comme on fait en moyenne 45 km par jour et par Français, si vous voulez, la plupart des gens habitant loin de leur lieu de travail, effectivement, ils n'ont pas, j'allais dire, pour amis les gens avec qui ils travaillent. Vous voyez, tous ces liens se sont transformés parce qu'on est une société de mobilité, parce qu'on se déplace et que du coup, bye-bye à la porte du bureau. D'ailleurs, quand un salarié disparaît, voilà, on se dit, il est où celui-là? Est-ce qu'il a été licencié? Il est malade? Il est mort? Vous voyez, il n'y a plus du tout le même corps qu'il y avait dans les entreprises, et ça se retrouve dans les syndicats, etc., toutes leurs difficultés à structurer le lien social professionnel qui, effectivement, marche de moins en moins bien. J'ai une question, j'aimerais savoir quelle vision vous auriez de la colonie de vacances de demain. J'ai mal entendu, madame, excusez-moi. Comment vous verriez la colonie de vacances de demain? Parce que vous avez parlé des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont handicapées. Est-ce que vous voyez des colonies de vacances où on va accueillir plus de personnes handicapées, en difficulté? Du coup, est-ce que des personnes qui sont... Je suis pas, c'est pas mon métier, si vous voulez. Moi, j'observe ce qui se passe. Donc, vous me demandez quelque chose qui est un peu compliqué. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'était l'expérience qu'avait mis en place Edmond Maire quand il avait créé Vacances ouvertes. Au fond, c'était de lier beaucoup la vie pendant l'année au voyage. C'est-à-dire qu'il travaillait avec des centres sociaux, etc. Et toute l'année, les jeunes réfléchissaient au voyage qui les faisait rêver, où est-ce qu'ils avaient envie d'aller, etc. Et au fond, le but, c'était quoi? On leur filait un ticket de train pour qu'ils puissent aller n'importe où, mais on ne leur donnait pas tellement d'argent. Et après, il fallait qu'ils viennent raconter le voyage qu'ils avaient fait. Et donc, si vous voulez, c'était complètement intégré avec le tissu social des maisons de quartier, etc. Et au fond, du coup, ils partaient aussi ensemble parce qu'ils s'étaient toute l'année dit, attends, nous, on a envie d'aller visiter la Grèce, mais comment on va faire et tout ça. Et puis, comment on fait, qu'ils payent le voyage et tout. Bon, c'est là où la fondation mettait un peu de sous, justement, sur les voyages, sur des choses comme ça. Et puis, du coup, après, ils revenaient, ils racontaient, etc. Ça m'avait semblé intéressant comme type de lien, si vous voulez. Moi, je crois que je ne sais pas je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire dans vos métiers. Je n'ai aucune compétence, je ne veux pas avoir la prétention d'en avoir une. Je pense toujours qu'il faut se dire que les vacances, c'est d'abord un récit et que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on se raconte avant, qu'est-ce qu'on se raconte pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on se raconte après. Ce n'est pas seulement une pratique, c'est essentiellement un récit et c'est dans ce récit qu'on crée des liens. Voilà, c'est la seule chose que le sociologue peut vous dire. Mais après, je ne suis pas compétent.
J'entends en creux de ce que vous dites là qu'il faut intégrer le jeune, c'est une espèce de masse informe, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, mais intégrer en tout cas dans le processus presque de création et de ne pas lui livrer quelque chose de déjà tout prêt, clé en main, dans le récit justement qu'il faudra se raconter de ses vacances. Ben oui, j'ai tendance à penser ça, si vous voulez. C'est tout le problème quoi, de toutes ces pratiques, c'est que l'aventure, c'est autant de construire le pouce. Vous savez, c'est un peu comme un dîner, quoi. Au fond, quand les amis arrivent pour manger, vous avez presque fini, quoi, parce que ce qui était marrant, c'est de se dire qu'on allait se faire une bouffe, etc., de faire les courses, la cuisine, tout ça. Puis quand les gens arrivent, presque vous avez envie d'aller vous coucher, quoi. C'est un peu le même processus. C'est qu'effectivement, je pense qu'il faut intégrer autant que faire se peut les jeunes dans le projet. Il faut le porter avec eux. Il faut écouter ce qu'ils cherchent. Au fond, il faut co-construire. Mais ça, c'est une remarque assez générale sur les liens dans nos sociétés. Les gens n'ont plus envie qu'on leur donne des choses toutes cuites, mais ils ont envie effectivement qu'on les associe à l'élaboration du projet. Et ça, je pense que ça vaut évidemment pour les vacances. S'agissant du dîner, ça dépend ce qu'on mange et surtout ce qu'on y boit. Après, on peut quand même passer une bonne soirée malgré tout, non? Oui, oui, quand même, quand même, quand même. Voilà. Vous nous dites quand il faut s'arrêter. Hein. On prend une dernière question parce qu'après, j'ai rendez-vous avec un imprimeur. Je suis désolé, mais j'ai différents métiers. Allez, qui se tente cette dernière question? Voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez fait une étude sur la corrélation entre l'évolution des politiques publiques, notamment de la CAF et des collectivités territoriales, et le départ en vacances, notamment des plus jeunes. Non, une étude précise là-dessus, non, je ne peux pas répondre oui, je veux dire, je ne sais pas très bien. Vous savez, c'est toujours très compliqué parce que les politiques sociales me semblent très importantes pour apprendre aux gens à faire. Je pense que la plupart des gens, quand ils sont partis en vacances dans les années 60-70, c'est parce qu'ils étaient aidés par les comités d'entreprise, par les maisons familiales, etc. Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas voyager. On ne savait pas. Et puis ensuite, au fond, on a tous appris. On sait tous voyager. On sait tous utiliser Mappy dans sa bagnole. Donc, on n'a plus peur. On va plutôt à des endroits qu'on connaît, mais on connaît les codes. Et donc, si vous voulez, au fond, le savoir voyager a été profondément démocratisé. Et c'est pour ça que j'insiste pour qu'on y fasse rentrer les nouvelles générations, parce qu'effectivement, ce savoir voyager, il faut y faire entrer les populations qui n'y sont pas. Et ces populations, le plus simple, c'est d'y faire rentrer par les jeunes, parce qu'effectivement, je pense que souvent les parents ne partiront jamais en vacances, sauf de temps en temps au Maghreb, par exemple. Mais par contre, les jeunes, on peut les faire partir dans des projets, mais pour avoir le projet qui les intéresse. Nous, c'est vrai que, et mon maire, je me rappelle, j'en parle beaucoup parce que c'est vrai que ça m'avait frappé, quoi. Mais les jeunes des quartiers, ils étaient vachement contents quand ils voulaient aller en Turquie, quoi. Parce qu'en Turquie, ils se disaient, putain, je vais être cool, quoi. Et donc, si vous voulez, alors que nous, ce n'était pas forcément l'idée qu'on avait des vacances. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense que co-construire, c'est une piste intéressante. Mais après, là-dedans, c'est compliqué. Parce que vous prenez, par exemple, l'essentiel des gens qui ont un peu des moyens. Il y a 1 million de résidences secondaires qui sont louées au Black. Souvent, c'est moins cher de louer une résidence secondaire au Black à 3 familles que d'aller dans le tourisme social. Donc, vous voyez, quand vous avez les savoir-faire, les codes sociaux, vous allez avoir finalement des vacances peut-être plus agréables pour moins cher. Donc, c'est toute la question de est-ce que le rôle, mais c'est la même chose des politiques culturelles, c'est-à-dire est-ce que le problème, c'est d'initier les gens pour qu'ils sachent le faire et qu'ils sachent le plaisir qu'ils vont y trouver et l'intérêt qu'ils vont le faire, ce n'est pas une obligation. Vous voyez, je prends un autre exemple. Vous avez les gens qui vont en camping à côté, par exemple, d'un monument historique. Ils vous les refaites un sondage, ils vous disent « Ah ouais, c'est génial, il y avait un château à côté magnifique. » Alors vous dites « T'es allé le visiter ?»« Ah ben non, mais j'aurais pu le faire. » Nous, les vacances, on ne fait pas faire aux gens des choses, on leur permet de pouvoir le faire. Regardez, la satisfaction des gens d'être en vacances à côté d'un golf, c'est stupéfiant. Ils ne jouent pas au golf. Mais ils sont vachement contents qu'il y ait un golf. Parce que c'est un signe, ils sont à un endroit, voilà, il y a de la surface, c'est bien qu'il y ait un golf, quoi. Alors qu'ils sont peut-être anti-golf pour des raisons écolo, mais je veux dire, c'est un lieu de prestige. Ça donne du prestige à leurs vacances qu'il y ait un golf à côté. Donc, si vous voulez, c'est ça les vacances. Le problème, c'est comment on aide les gens à apprendre les codes pour pouvoir le faire. Comment on leur apprend aussi à bricoler pour que ça coûte moins cher, parce que je pense que souvent le bricolage est une économie, que ce soit en matière de transport avec Blablacar, que ce soit en matière de location au black des résidences secondaires, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je veux dire, toutes ces pratiques, regardez les Airbnb. Je veux dire, les Airbnb, c'est fascinant. Je veux dire, les gens qui se développent, ils vont à 2 familles, louent un Airbnb, ça leur coûte moins cher que toute autre mode d'hébergement. Donc, si vous voulez, toutes ces pratiques qui sont en train de se passer, il faut initier les populations pour qu'elles aient. Le but, c'est qu'elles apprennent à avoir les meilleures vacances possibles. On est là, au fond, on est des passeurs, quoi. Et je crois qu'il faut se dire, on est des passeurs, mais ces passeurs doivent être adaptés à la société telle qu'elle est devenue.
à la fois à ces outils très souples que sont Airbnb, que sont tous ces outils, au fait que les familles ont des peurs, bon, la peur de la pédophilie, etc. Il faut les intégrer dans nos logiciels, j'allais dire, les rassurer, c'est bien sûr. Vous voyez, il y a toutes ces questions. Et c'est le problème quand on est dans des grosses institutions, c'est comment ces institutions deviennent, si vous voulez, ont cette souplesse, quoi. Et au fond, c'est un peu le problème de la start-up en rapport avec la grande entreprise. Et si vous voulez, quand vous regardez le modèle français, moi, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est qu'on est le seul pays du Conseil de sécurité où on n'a pas été foutu de trouver un vaccin pour le Covid. Pas foutu. Pourquoi? Parce qu'on ne valorise pas les petites structures. Qu'est-ce qui a découvert les vaccins? Ce sont des start-up, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis. D'ailleurs, souvent, c'est des Français qui étaient dedans. Mais en France, on avait Sanofi, on avait la sécurité sociale, des énormes machines incapables de faire des innovations et de les gérer. Et donc, ça montre bien que notre modèle est très, très lourd. Et la question qu'on a quand on a une institution comme la vôtre, c'est comment de cette institution qui a l'avantage de la longueur historique, de ses valeurs, etc., comment on en fait une machine souple pour un monde qui change tout le temps. C'est un challenge pas très facile. Bon courage. Allez, au revoir.